pour une mise à jour du dossier du côté de McMasterville, on rejoint M. Martin Dulac, maire de McMasterville. Bonjour. Bonjour. La dernière fois que vous êtes passé au studio, c'était juste avant les fêtes et vous veniez tout juste de mandater un avocat pour rédiger un projet de loi privé concernant les taxes industrielles et tout ce dossier. Où est-ce que vous en êtes là-dedans? En fait, des négociations ont eu cours et se poursuivront au courant des prochains mois là, pour éventuellement en arriver avec une entente qui sera satisfaisante pour les deux parties. C'est des dossiers qui sont complexes, qui peuvent prendre un certain temps. Donc, on se donne le temps de bien faire les choses et on poursuit les négociations dans les prochaines semaines. Puis, je vais le paraphraser, puis corrigez-moi si je me trompe, mais c'était un projet de loi qui permettait d'offrir plus de flexibilité à la municipalité, puis d'éviter éventuellement d'avoir à augmenter les taxes de tout le monde. Absolument. Mais étant donné la valeur foncière que représente le projet Nordvolt là, dans le budget municipal, bien, il va être important là, de séparer le dossier Nordvolt des autres taux de taxes là, parce que les taux sont tous liés les uns aux autres. Donc, si on veut maximiser le potentiel de retombée fiscale de Nordvolt, bien, la solution à emprunter, c'est celle d'un projet de loi privé. Et les deux parties sont tout à fait d'accord. Nordvolt souhaite avoir de la prévisibilité là, dans le paiement de ses taxes municipales. Alors, c'est gagnant-gagnant. Oui. Puis, restons dans le sujet finances. Présentement, les revenus municipaux proviennent à 80 des taxes. Là-dessus, 74 des taxes résidentielles. Donc, quel impact va avoir l'arrivée de Nordvolt sur cet écosystème-là? Bien, effectivement, dans la ville de McMasterville, nous sommes très, très dépendants à la taxe foncière qui provient des résidences. Donc, tout apport financier qui provient du secteur commercial ou du secteur industriel fait en sorte de réduire la pression à la hausse sur le compte de taxes de nos citoyens. Alors, dans ce contexte-là, l'arrivée de Nordvolt est évidemment la bienvenue parce que ça va amener un apport financier qui est considérable pour financer nos services publics. Donc, les sommes que Nordvolt va payer pour contribuer au budget municipal ne sont pas des sommes que les citoyens auront à payer. Donc, ça, d'entrée de jeu, c'est une bonne nouvelle. Puis ça nous amène aussi une diversification de nos revenus. Donc, c'est toujours bien dans une ville là, d'avoir différentes sources de revenus, qu'elles soient résidentielles, commerciales ou industrielles, ce qui nous manquait actuellement à McMasterville. Oui. Puis, donc, il va y avoir une entrée de revenus. Est-ce que la ville a eu à débourser pour accueillir Nordvolt? Bien, on a fait l'analyse avant de continuer à discuter avec les gens de Nordvolt pour les accueillir dans notre communauté parce qu'on se rappelle que sur ce terrain-là, il y avait un projet de développement résidentiel qui était prévu. Alors, on s'est posé la question à savoir, d'un point de vue financier pour la municipalité, est-ce que c'est préférable de poursuivre avec un projet résidentiel ou plutôt d'opter pour le projet industriel qui nous est présenté par Nordvolt? Donc, considérant qu'un projet résidentiel, oui, amène des revenus de taxation des résidences, par contre, amène aussi beaucoup de dépenses en termes d'infrastructures, en termes de déneigement, en termes de différents services publics. Alors que dans le cas de Nordvolt, les revenus sont très intéressants et ça amène beaucoup moins de dépenses parce qu'une industrie ne requiert pas les services de police ou de bibliothèque et autres. Donc, dans ce contexte-là, d'un point de vue financier, nous sommes gagnants avec l'arrivée d'une entreprise comme Nordvolt. Puis là, évidemment, les citoyens ont des questions. Il y avait eu des séances prévues au mois de novembre qui ont été annulées puis reportées maintenant à la fin février. Il y a des questions auxquelles la municipalité ne peut pas répondre. Où est la ligne? C'est quoi votre rôle en tant que municipalité? Le rôle de la municipalité, bien, il est en termes de zonage, premièrement, puis c'est un travail qu'on va s'efforcer à faire là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc pour encadrer l'implantation de Nordvolt sur le territoire en termes d'emplacement sur le site, en termes de distance séparatrice et autres. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, bien, il y a tout le volet du contrôle des nuisances, que ce soit le bruit ou les odeurs. Puis ça, on est rassuré par rapport à ça. Là, ce qu'on a vu en Suède fait en sorte là, qu'on n'a pas constaté ce type de nuisance-là. Mais s'il devait y en avoir, comme pour n'importe quel citoyen, c'est la municipalité qui interviendrait là, concernant ces nuisances-là. Donc ça fait partie des responsabilités de la municipalité. Au-delà de ça, bien, il faut aussi s'assurer des infrastructures. Donc,
On sait que l'entreprise va être desservie en eau potable, par exemple. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour ça. Les infrastructures sont déjà sous le chemin du Richelieu. Également, toute la question des égouts sanitaires là, qui devra être traitée par la municipalité. Maintenant, il y a le ministère de l'Environnement aussi, le gouvernement du Québec, qui a des responsabilités pour encadrer un projet industriel de cette nature-là. Il dispose des outils prévus dans la loi sur la qualité de l'environnement, donc pour, par exemple, encadrer tout rejet qui pourrait être émis dans l'air ou dans l'eau. Ça, il y a des normes très, très strictes et rigoureuses à cet effet-là, mais ça appartient vraiment au ministère de l'Environnement de veiller à l'application de ces règles-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils vont venir les expliquer aux citoyens lors de la rencontre d'information le 28 février prochain. Oui, totalement. Donc, est-ce qu'on va vous y voir à cette rencontre? Absolument, je vais être présent pour entendre les préoccupations citoyennes, aussi peut-être poser des questions moi-même de mon côté. Présentement, les travaux de préparation du terrain ont débuté. Il y a des camions, qui sortent. Il y a certains citoyens qui ont partagé des photos sur les médias sociaux. À quoi ça ressemble en ce moment le volume là, de camions? Puis par où est-ce qu'ils passent exactement? Alors, il est important de spécifier qu'à ce moment-ci, les travaux ont lieu exclusivement du côté de la ville de Saint-Basile-le-Grand. Il n'y a aucun travaux qui ont été amorcés là, du côté de McMasterville. Alors, effectivement, il y a un passage plus soutenu de camions depuis quelques semaines là, en raison de la nature des travaux qui sont actuellement réalisés. Donc, ces camions-là qui empruntent la route 223 qui, actuellement, est le seul accès au site. Alors, on sait que dans le cadre du projet, nous travaillons déjà dans le cadre d'un bureau de projet à la réalisation d'un accès temporaire, donc un accès qui va se faire par la route 116. Les démarches sont en cours. Nous sommes allés en appel d'offres pour les plans et devis. Ouais. Ensuite, lorsque les plans et devis seront réalisés, nous pourrons aller en appel d'offres pour la réalisation des travaux. Donc, tout ça prend quand même un certain temps. On tient vraiment à ce que ça se fasse le plus rapidement possible. On met beaucoup de pression sur nos équipes parce qu'on est conscient que, le passage des camions amène un certain niveau de nuisance sur la route 223. C'est vraiment pas ce qui est souhaité. Donc, on est à pied d'œuvre là, pour trouver des solutions à cet enjeu-là. Maintenant, le passage des camions devrait s'estomper là, à partir du 1er mars. Il devrait avoir un volume beaucoup moins important à ce moment-là. Quelles mesures est-ce que vous souhaitez mettre en place pour que les gens puissent toujours bénéficier d'un style de vie qu'ils ont choisi, notamment là, de profiter du bord de la rivière? Oui, bien, c'est très important. On a une ville qui a la chance d'avoir un cours d'eau important, la rivière Richelieu, qui borde notre municipalité. Donc, on a déjà travaillé dans les dernières années pour redonner l'accès à la rivière. Puis, ça fait partie des projets que le conseil municipal souhaite voir émerger dans les prochaines années. On travaille sur différents projets, notamment dans le cadre de l'éventuelle réfection de la route 223. Là. On aurait un projet peut-être de déplacer la route pour justement qu'il y ait un plus grand accès du côté de la route 223. Donc, ça serait intéressant de créer un parc riverain là, qui donnerait vraiment une perspective intéressante sur la rivière Richelieu. Je pense qu'il y a un manque criant dans la région pour ce genre d'espace public. Donc, c'est le genre d'opportunité que l'arrivée de Northvolt va nous donner comme municipalité puis qui va être bénéfique là, à l'ensemble de la communauté. Donc, on y trouve des avantages de ce côté-là. C'est ça, la route 223 étant sur sa fin de vie déjà, donc c'est ce que vous voulez dire par opportunité. Absolument. Donc, le chemin du Richelieu entre McMasterville, Saint-Basile-le-Grand et même jusqu'à Carignan là, pour aller rejoindre la route 112. Là, on sait que c'est une route qui a besoin d'amour. C'est très clair. Là, donc, une route qui est abîmée à plusieurs endroits. On peut même constater qu'il y a des affaissements de la chaussée là, à différents endroits là, où la route là, tombe carrément dans la rivière. Il y a déjà eu des travaux d'urgence qui ont dû être faits. Donc, dans une perspective à long terme, surtout avec l'arrivée de Northvolt, il est absolument nécessaire là, de voir à la réfection complète de cette route-là. Et tant qu'à refaire la route, on sait aussi que c'est une route qui est très prisée par les cyclistes en été. C'est le lien entre McMasterville, Belleuil et Carignan qui donne accès à la route verte. Donc, on voit encore là une opportunité intéressante là, pour le développement d'une route cyclable dans la région qui permettra là, de rejoindre justement la route verte qui donne accès à des centaines de kilomètres de routes cyclables. Donc, une belle opportunité encore une fois. La crise du logement, c'est une crise qui touche tout le Québec,
McMasterville n'est pas épargné. Puis là, avec l'arrivée de Nordvolt, 3000 employés qui pourraient vouloir s'installer dans votre ville, c'est quoi les démarches entreprises pour contrer cet enjeu-là? Bien, d'abord, on en est conscient. Ça fait partie des enjeux qu'on a identifiés en amont avec la question du transport. Donc, effectivement, on devra s'attarder à la construction de nouveaux logements à McMasterville, mais plus largement là, dans la région. Il faut d'abord savoir que le nombre de 3000 employés va s'installer progressivement. Donc, on parle d'une mise en opération là, de la première phase de l'usine Nordvolt à partir de 2026, donc d'ici 2 ans. Et il y aura d'autres phases subséquentes là, qui vont également amener un nombre supplémentaire d'employés. Et à terme, il y aura 3000 employés. Donc, tout ça va se faire progressivement. Ça nous donne un certain temps, mais il faut quand même bouger vite. Alors, on est déjà attelé à la tâche pour trouver des solutions à cet enjeu de logement parce que c'est quand même un besoin essentiel là, pour nos populations de pouvoir se loger et se loger à un prix adéquat. Donc, on a déjà identifié à McMasterville différents endroits qui ont un potentiel de redéveloppement. Et un de ces endroits-là est le stationnement de la gare qui constitue un îlot de chaleur très, très important. On ne parle pas d'enlever l'ensemble des espaces de stationnement. On sait que c'est important pour favoriser l'accès aux trains de banlieue, le transport en commun. Mais il y a quand même une partie du stationnement qui pourrait être utilisée pour du redéveloppement, pour la construction d'unités d'habitation de type logement et incluant du logement social. Donc, c'est un projet qu'on veut travailler avec EXO, avec le gouvernement du Québec parce qu'ils en sont propriétaires du terrain. Mais on a déjà levé la main pour dire que ça serait vraiment un emplacement optimal pour la construction de logements de moyenne et haute densité parce qu'en plus, on est à proximité d'un accès de train de banlieue, on va être à proximité d'un Nordvolt, à proximité de tous les services, donc vraiment un emplacement qui est intéressant là, pour la construction de nouveaux logements. Au-delà de McMasterville, on a également identifié que plus largement dans la région, dans un rayon de 10 km, il y a plusieurs projets de développement immobilier qui sont déjà en cours ou qui vont émerger dans les prochaines années, qui ont un potentiel de développement de plus de 10 000 unités d'habitation. Donc, l'espace est là pour accueillir de nouveaux logements et il suffit maintenant là, de travailler à la construction de ces unités là, pour répondre à la demande qui est vraiment pressante. Génial. Merci, M. Dulac, d'être passé dans nos studios. Ça me fait plaisir. On poursuit notre mise à jour dans le projet Nordvolt avec M. Yves Lessard, maire de Saint-Basile. Bonjour, M. Lessard. Bonjour, Mme Villot. Ça bouge dans votre municipalité. Oui. On voit des camions. Il y a des travaux qui ont débuté sur le terrain. Où est-ce que ça en est présentement? Bon, les travaux actuels, c'est la deuxième séquence, je dirais, concernant le premier certificat d'autorisation qui a été émis, qui nous amène, nous, à donner ce qu'on appelle des permis pour pouvoir procéder. Alors, le premier permis, c'était l'abattage des arbres, bien sûr. On n'y reviendra pas parce qu'ils ont rencontré très avantageusement, je dirais, les obligations qu'il y avait. Alors là, c'est le remblaiement. Donc, et pour chacun des permis, il y a une étude qui est faite par notre service de l'urbanisme et notre service juridique aussi, pour savoir si ça rencontre les obligations du certificat d'autorisation et nos obligations réglementaires chez nous. Alors, la phase présente, c'est le remblaiement. Alors là, on a pris presque 5 mois pour faire l'étude. Tout ça, c'est un peu plus complexe, pour s'assurer que tout soit bien rencontré, et c'est le cas. Donc, présentement, il doit y avoir environ 125 camions par jour qui transitent entre la carrière de pierre de Mont-Saint-Hilaire à aller jusqu'au site. Donc, pour le reste, je pense que vous en avez pris connaissance. Puis, comment est-ce que vous vous assurez que le permis que vous avez émis, les conditions sont respectées? D'abord, il y a une biologiste ou un biologiste parce qu'ils font le relais en permanence pour s'assurer que les obligations, par exemple, d'aménagement en ce qui concerne la nidification, en ce qui concerne la protection des zones humides, etc., elle est sur place. Et nous, on a aussi ce qu'on appelle un surveillant de chantier qui est à l'emploi de la municipalité, qui est là aussi en permanence pour s'assurer que les choses se font conformément au permis qu'on a émis. Vous étiez sur place lors d'une des séances organisées par le comité Action citoyenne. Oui. Qu'est-ce que vous avez relevé de ces rencontres-là?
C'est-à-dire, je ferai la dissertation suivante, c'est qu'il y a un groupe qui s'appelle Maires au front, que je pense qui font les choses qui sont très, je veux dire, exemplaires en termes du questionnement qu'ils posent et véritablement l'intention qu'ils ont d'obtenir des réponses concrètes en regard de toute la protection de l'environnement, notamment. Donc, le problème, c'est qu'elles n'ont pas, comme nous, les réponses attendues du ministère de l'Environnement. Ce que j'ai retenu de la séance comme telle, c'est que le message que nous laissent ces séances-là est très contradictoire. Parce que je prends Maires au front ou encore d'autres groupes qui sont très bien intentionnés, qui font la bataille en disant, nous, on est d'accord avec le projet, mais on veut qu'il se fasse correctement, comme nous. Oui. Mais sauf que les orateurs qu'ils invitent sont des personnes qui sont contre, qui viennent convaincre les gens de combattre contre. Ils les invitent même à la manifestation pour que ça ne se réalise pas. Et je prends, par exemple, M. Frédéric Lorrain, qui se dit professeur, probablement qu'il a eu son certificat d'études, là, lui. Là. Mais ce qu'il dit, je veux dire, c'est pas quelque chose de tellement édifiant en ce qui concerne le certificat qu'il détient. Il se dit économiste. Il enseigne l'économie à Trois-Rivières. Donc, lui, il raconte aux gens comme quoi que le fait d'avoir des intérêts étrangers qui viennent chez nous, c'est pas quelque chose qui est porteur d'avenir pour nous. Alors que les grandes entreprises qui sont ici, qui sont parties avec des intérêts étrangers, à l'exception de Bombardier. Si vous prenez Pratt & Whitney, Price, Bell Hélicoptère, etc., c'est des intérêts étrangers. Ça, c'est la première chose qu'il dit. La deuxième chose qu'il dit, ça vaut la peine, je pense, de s'en parler, parce que ça motive des gens à poser des gestes présentement, à avoir une analyse qui est tout à fait fausse, c'est de dire que pour partir qu'une filière comme ça réussisse, okay, il faut déjà avoir sur place des sous-traitants. Alors, c'est donc dire un ensemble de sous-traitants pour soutenir cette filière-là. Mais toutes les grandes entreprises qui se sont bâties chez nous et ont développé leur propre sous-traitance en offrant des entreprises sur place des opportunités d'affaires qui leur ont permis de se développer elles aussi. Donc, il y a quelque chose là qui porte à faux. Et leur conclusion, sur la base de ces propos-là, puis je pourrais vous en donner d'autres, okay, leur conclusion, c'est de dire, il ne faut pas que ça rentre chez nous. Bien, voyons donc. Voyons donc. Et aussi que ça va être une mauvaise économie. Dire, avec quoi qu'on va donner nos services d'éducation, de la santé, etc., si on ne garde pas une économie vivante et puis qu'on ne la développe pas plus, même en termes de rentabilité. Donc, j'entends ce que vous dites. Si je ne me trompe pas, le comité s'est positionné en disant « nous ne sommes ni pour ni contre le projet », mais de ce que j'entends, c'est que vous dites les invités qui étaient présents, eux, avaient une position claire par rapport au projet, ce qui contribue peut-être à une certaine direction là, dans les deux les rencontres, propos. parce qu'on m'a dit que la première rencontre, c'était le même propos. Alors, sur 3 conférenciers, il y en avait 2 qui étaient radicalement contre. Et les gens qui venaient au micro, ils venaient pour dire qu'ils venaient de comprendre la nécessité d'être contre. Hey, on a un problème de message, là. Alors, puis moi, je pense, je donnais l'exemple de Maires au front, je pense qu'elles sont sincères pour dire, nous, on est d'accord avec le projet, mais faites-le comme il faut. Et ça, c'est notre travail de s'assurer que les ordonnances qu'ils donnent par rapport aux obligations du gouvernement, on les applique correctement. Et une des raisons pourquoi il y a beaucoup de questions posées par les citoyens, des inquiétudes également, c'est qu'il y avait des séances qui avaient été annulées en novembre dernier. Là, il y a des nouvelles séances qui sont organisées pour la fin février. Croyez-vous que les gens vont réellement avoir réponse à leurs questions? Je l'espère beaucoup, parce que la principale question, c'est pourquoi il n'y a pas de BAP? Alors, il faut répondre à ça. Pourquoi il n'y a pas de BAP? Il y a des raisons. Le gouvernement a la réponse. Pourquoi on ne l'explique pas comme il faut? Le seul qui va au bâton présentement, c'est M. Fitzgibbon, qui est le ministère de l'Énergie, etc. Lui, il fait bien son travail en termes de communication, mais le ministère de l'Environnement, on n'a pas véritablement de réponse à cet égard-là. Lorsqu'on parle de BAP, les gens ont je veux dire, bien compris, lorsqu'on fait un BAP, il y a un ensemble de conditions
qui sont inhérentes à l'environnement. Ce n'est pas seulement que la faune, la flore, les milieux humides, etc., le bruit, l'air. Il y a aussi l'acceptabilité sociale en termes de transport, en termes d'habitation. Tout l'impact, l'ensemble des facteurs qui impactent la population peuvent être regardés dans un BAP. Alors là, le gouvernement a décidé qu'on ferait ça en séquence. Alors, moi, je veux bien, la municipalité, on est dans la même situation que le citoyen. Alors, globalement, on n'a pas ces réponses-là, mais on est en train de les découvrir lorsqu'on reçoit les certificats d'autorisation. Parce que là, pour chacune des séquences, par exemple, l'abattage des arbres, là, on sait lesquels qui doivent abattre, okay, et quels qui sont obligés de protéger, minimiser les impacts ou encore disposer avec compensation. Là, on a ça. Alors, une fois qu'on examine ça comme municipalité, là, à ce moment-là, on regarde si ça répond à l'ensemble des critères. Alors, dans le cas des arbres, ça répondait amplement. Dans le cas du remblaiement, on a pris plus de temps parce que c'était plus complexe. C'est la même chose. Donc, là, on est obligé d'y aller par séquence au fur et à mesure que l'entreprise va se bâtir. Oui. Donc, ce qu'on a appris, c'est que le gouvernement estime à peu près à 14 certificats d'autorisation qu'il va émettre pendant toute l'évolution des travaux. Oui. Ça va nous amener, comme les 3 paliers de gouvernement, provincial aussi, fédéral avec nous, à émettre environ 30 permis. Oui. OK? Alors, parce que chacun des certificats, parfois, se décline par plus d'un permis. Donc, et là, au fur et à mesure, on va découvrir quelles sont les mesures qui sont exigées et nous, à quoi on doit répondre comme obligation. Ça, on le fait de façon très rigoureuse. Les gens auraient aimé pouvoir, puis je les comprends, avoir une vue d'ensemble avant pour dire quel endroit où il y aura plus d'impact, par exemple, et qui peut être destructible de notre environnement. Ça, c'est tout à fait légitime. Oui. Par exemple, par rapport à la rivière Richelieu, on sait que Nordvolt va utiliser de l'eau à des fins de réfrigération, de refroidissement. Oui. Mais évidemment, ça va arriver une fois que l'usine va être déjà construite, ces demandes de permis-là. Donc, les gens savent que ça va arriver, mais ils n'ont pas réponse, ils ne savent pas concrètement comment ça va se passer. Donc, ça peut être un peu déstabilisant là, pour les citoyens. Oui. Aussi, c'est pour ça que je dis que le gouvernement a autant... Nous, on a les réponses pour ce qu'on a besoin de savoir. Eux, ils ont les réponses pour ce qu'ils ont besoin de savoir. Parce que nous, lorsqu'on s'est préparé, par exemple, à aller en Suède, c'est depuis le mois d'avril, moi, qu'on me disait, venez voir en Suède comment ça se passe. Moi, je disais, non, je vais aller en Suède quand je vais savoir quelle réponse, quelle question poser. Parce que je vais essayer de voir là où sont les zones d'ombre par rapport à la compagnie. La compagnie, c'est son plein droit, puis je comprends, de pouvoir, elle, donner le meilleur en termes d'explication. Et l'autre chose, c'est de savoir, lorsque j'irai en Suède, qu'on ira en Suède, c'est de savoir à qui on s'adresse, qui on va voir, quelles questions on va leur poser. C'est ce qu'on a fait. Seulement qu'au début septembre, que j'ai dit, là, on est prêt. Là, on est prêt, on est allé là-bas, on a vu d'abord, ensemble, les opérations, on a parlé aux travailleurs, on a parlé aux résidents, on a parlé aux officiers de la file, la mairesse, la direction générale, etc., les directions d'institutions qui forment les travailleurs, parce que on a rencontré tout ce monde-là, on a eu nos réponses, et aussi, au niveau de la population, les gens avaient fait au début, ça a été accueilli avec enthousiasme, ça, mais avec une réserve quand même assez pondérée, comme ici. Mais maintenant que l'usine est en marche, ils ont fait, dans l'année précédente, l'année passée, il y a eu une enquête tout à fait indépendante qui révèle que 94 % de la population qui dit on a gagné le gros lot. Mais vous parlez souvent, en fait, en entrevue, d'abord, vous, de votre côté, avec enthousiasme de ce projet. C'est un projet que vous accueillez de manière très positive, mais vous avez aussi parlé d'acceptabilité sociale. Oui. Selon vous, il y a une acceptabilité de ce projet-là. Comment est-ce que vous mesurez l'acceptabilité sociale de vos citoyens? On jase avec notre monde, puis ils viennent à nos assemblées, tout ça.
à date, il y a 2 personnes qui s'activent pour s'opposer. Et quand vous posez la question, est-ce que vous êtes contre? Non, non, on veut avoir des mesures sécuritaires. On n'est pas contre, on veut le BAP. Ah, parfait. Donc, mais dans la population, il y a plusieurs personnes qui veulent le BAP, mais ce n'est pas majoritaire. C'est pas majoritaire. Il y a une acceptabilité sociale là, très forte à Saint-Basile-le-Grand. Et ce que j'observe aujourd'hui aussi avec les gens de McMaster, je pense que c'est le même ordre, mais je vais parler pour Saint-Basile-le-Grand. L'autre chose qu'il faut dire, d'abord, l'acceptabilité sociale, moi, je peux l'affirmer. L'autre chose que je veux dire aussi, il faut être conséquent dans la vie. Tu sais, moi, là où je suis rendu dans ma vie, là, je ne fais pas ça pour moi. Je fais ça pour mes enfants, mes petits-enfants. Ils demeurent à Saint-Basile-le-Grand. Si je pensais que c'était dangereux, là, avec le parcours que j'ai fait, je ne leur lèguerais pas une chose semblable. Il faut être conséquent aussi par rapport aux choix qu'on fait. On a décidé comme population, comme municipalité, comme l'ensemble des municipalités au Québec, okay, d'œuvrer dans nos projets à éliminer notre dépendance aux énergies fossiles. Première des choses. Deuxième des choses, combattre les gaz à effet de serre. Premier outil qu'on a véritablement, qui n'est pas un outil à petite dose, parce qu'on le fait, nous, dans nos projets, par exemple, lorsqu'on va acheter une nouvelle auto, sur un camion, par exemple, si on veut l'acheter avec une batterie ou des choses semblables, on le fait. Alors, préserver, par exemple, les milieux protégés, la rive, entre autres, du Richelieu et tout ça, on le fait. Mais ce sont des petites mesures. Et ce que les scientifiques nous disent, si on veut avoir un impact réel sur les gaz à effet de serre, avec tous les bouleversements qu'on a au niveau de la température, du climat, okay? Bien, c'est la première fois qu'on a un outil avec un impact réel à court terme. Et eux autres, il y a une course contre la montre. Parce que pour être sur le marché assez rapidement, avec la batterie qu'ils disent la plus écologique, okay, ils se donnent comme objectif 2026. Alors, c'est un choix qu'on a. On l'apprend ou on ne l'apprend pas. Si on l'apprend, on va être sérieux. On va essayer d'arrêter de leur tirer des bâtons dans les roues. On va dire, travaillons de façon constructive. Un peu comme Maire au front fait. Puis, je le prends comme modèle, parce que là, ils veulent un BAP. Ils n'auront pas de BAP. Il faut se le dire. Moi, je suis réaliste. Moi, je ne suis pas tu sais, les groupes de pression, ça leur appartient. Ils veulent que la municipalité les accompagne là-dedans. Ça ne nous appartient pas. On n'est pas un groupe de pression. On est une institution pour représenter une population pour le meilleur intérêt de l'avenir. Je considère, moi, que le meilleur intérêt de l'avenir, c'est celui-là. Faisons pas ça n'importe comment. Pour dire ce qui il aurait dû être découvert, par exemple, dans un BAP, essayons de le découvrir au fur et à mesure et contrer les effets négatifs et d'améliorer ce qui peut être améliorable. Et ça, on peut faire ça. C'est ça, parce que les inquiétudes sont légitimes. Après, s'il n'y a pas de BAP, vous dites il peut y avoir d'autres mesures mises en place pour avoir réponse à nos questions et s'assurer que ça soit fait de la meilleure manière possible. Évidemment, Nordvolt, c'est un projet d'envergure. Il va y avoir des nouveaux travailleurs qui vont arriver. Donc, dans les questionnements, c'est bon, qu'est-ce qui va se passer avec la circulation? Vous en êtes où là, dans les démarches? On parlait d'une voie d'accès temporaire, notamment. Oui, la voie d'accès temporaire, pour faire en sorte que les camions puissent sortir directement de la 116, ce qui est correct, pas qu'ils passent dans nos villes. Bon. Alors, ça, on a eu le mandat parce que l'accès temporaire se fait sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand. Donc, c'est Saint-Basile qui a eu le mandat. Donc, on a eu un budget pour ça. Donc, on a l'objectif que cet accès temporaire-là soit mis en place, qu'il soit fonctionnel pour juillet. Est-ce qu'on va y arriver? Et c'est déjà un gros défi parce que les entreprises, lorsqu'on fait l'appel d'offres, il y a des entreprises qui disent que c'est irréalisable. Mais organisez-vous pour que ça soit réalisable parce que ça fait partie des séquences, je dirais, d'urgence qui nous est impartie si on veut véritablement qu'elle soit en production comme ils veulent le faire. Ça, donc, ça, c'est pour le... Ouais, est-ce que c'est la municipalité qui doit payer pour ces travaux? Il y a eu un décret là-dessus
un arrêté de l'Assemblée nationale qui nous a octroyé un montant de 24 millions. Pour, s'il y en a trop, ben on le remet. S'il n'y en a pas assez, on y retournera. Mais c'est 24 millions pour pouvoir le faire. C'est un accès temporaire qui est prévu pour 5 années. Durant ce temps-là, il y aurait un accès. Le ministère s'est engagé à trouver un accès qui soit, je veux dire, plus permanent et Sur la 223. plus correct. L'autre chose là-dessus, pardon, lorsqu'on a rencontré M. Fitzgibbon avec nos deux députés ministres, M. Jolin Barrette et M. Roberge, alors, j'ai mis, moi, une chose au clair. Là. Alors, la première, une des premières questions que vous m'avez posées, est-ce qu'on a l'acceptabilité sociale? Présentement, oui. Mais on risque de la perdre. On risque de la perdre. Pourquoi? Parce que si on n'adresse pas les deux problèmes, circulation et habitation, on va avoir un problème dans 2 ans. Et là, le monde ne sera pas content. Donc, il y a des façons de le faire. Et ça, on l'a soumis aussi, je l'ai soumis à M. Fitzgibbon. Pour nous, très rapidement, c'est de mettre en place au cours des 2 prochaines années, en même temps qu'ils vont monter l'entreprise, parce qu'ils se donnent 2 ans pour le faire, que nous, on mette 2 passerelles. Une à l'intersection Robert 116, l'autre du millénaire 116. Donc, ça a comme avantage 2 avantages importants. D'abord, d'arrêter que nos gens compétitionnent avec les autos pour pouvoir traverser à pied, en vélo, en mobilette, en bicyclette, peu importe. Alors, au cours des 9 dernières années, on a 5 qui ont été tués. Alors, ça vous donne un peu la mesure qu'il y a du danger là. Ça, c'est à part des risques d'accident. Donc, des passerelles. J'ai dit à M. Fitzgibbon, si vous êtes au rendez-vous, on va participer au paiement. Alors, il a fait signe que oui. Puis, lorsqu'on a fait le lancement, M. Legault a dit, on va accompagner les municipalités. L'autre chose, et là, bon. Alors, ça a comme impact de rendre plus fluide la circulation parce que le temps qui est consacré pour les piétons, ceux qui passent en mobilité active, maintenant, il va être attribué aux autos, qui va lui donner plus de temps de passer. S'ils veulent faire mieux, c'est qu'avec nos 2 passerelles, ils pourront faire, par exemple, des carrefours giratoires. Carrefours giratoires qui pourraient remplacer, pas aux endroits où sont les lumières, mais qui pourraient remplacer les lumières. Mais ça, moi, je le fais en suggestion. Au ministre, ça leur appartient. Mais les passerelles, ce n'est pas une suggestion, c'est une condition. Qu'est-ce qu'il y en est des soucis par rapport à l'habitation? Oui, l'habitation, vous avez raison de poser la question parce que c'est un problème déjà important. Et c'est ce que j'ai fait part aussi au ministre Fitzgibbon et les 2 autres ministres qui l'accompagnaient, de dire, nous, on a un impératif pour construire des logements, qui est un incitatif de la CMM aussi, qui dit, il faut densifier vos municipalités parce qu'on ne peut pas tout faire à Montréal, là. Donc, et on a des endroits où on peut le faire. Donc, densifier pour pouvoir accommoder nos gens et aussi éliminer les îlots de chaleur. Donc, on a présentement 2 sites sur lesquels on peut faire ça. Et nous, il y a comme une urgence, comme j'avais l'occasion de vous le dire un peu plus tôt, c'est que le besoin n'est pas seulement pour les gens de l'extérieur. Le besoin, c'est des gens qui résident déjà chez nous puis qui sont obligés d'aller ailleurs. Nos aînés, par exemple, qui cassent maison, comme on dit parfois, lorsqu'ils vendent leur maison, ils n'ont pas d'endroit où aller à Saint-Basile. Il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de condo, il y a tout ça. Ils vont ailleurs. C'est la même chose que nos jeunes familles. Nos jeunes qui ont grandi, qui sont nés souvent à Saint-Basile, ils ont grandi là, ils veulent partir de façon autonome, créer un foyer, etc. Ils sont obligés d'aller à l'extérieur, alors qu'ils voudraient être chez nous. Donc, il y a comme une urgence là. Il y a déjà un projet de 830 logements qu'on vient d'autoriser, qu'on a autorisé il y a 2 ans, mais qui devait partir, là, mais qui va partir bientôt, qui est l'ancien maison de meubles Ultra. Alors, ça, c'est un grand îlot de chaleur en même temps. Donc, 830 logements qui vont être là avec stationnement en sous-sol. C'est donc dire qu'on fait une pierre deux coups. On optimise l'espace, là, oui. On fait une pierre deux coups, on élimine un îlot de chaleur, puis on crée des logements. Donc,
la même chose. Moi, j'ai convaincu la CMM, la RTM et EXO de dire il faut construire au-dessus du stationnement de la gare. Donc, on travaille là-dessus. Depuis 3 ans, ils sont d'accord avec nous. Au début, c'est un peu le problème qui se pose, c'est que la RTM n'a pas autorisation pour nous permettre de construire au-dessus. Donc, il faut que le gouvernement l'autorise. Ça, c'est une des choses qu'on veut faire avec le gouvernement. Et le projet, l'esquisse, on l'a, là, ça vient d'arriver. On va pouvoir construire 5 à 600 logements là aussi. Donc, c'est des choses qu'on peut faire en termes de logement. Donc, au cours des 2 prochaines années, si on adresse ça, les 2 passages, les passerelles, et aussi débloquer la construction dans ces 2 lieux-là. Je veux dire, là, on aura fait un pas majeur et qui viendra consacrer le virage qu'on est en train de faire pour dire l'avenue de Nord-Vaud, ça va changer quelque chose chez nous. En même temps, c'est l'autre chose où j'ai envoyé une lettre à la vice-première ministre au mois d'avril l'an passé, déjà pour lui dire, à 223, il faut que la 223 soit refait avec un corridor à mobilité active. Oui, donc, piste cyclable, etc. Donc, on n'a pas eu de réponse. Là, c'est difficile à faire bouger ce gouvernement-là. Donc, il va falloir avoir une réponse là-dessus. Donc, ça aussi, pour rendre plus fluide la circulation sur la 223. La 223, c'est très dangereux parce qu'elle est très empruntée, par exemple, par les cyclistes. Si vous passez là, probablement vous passez à l'occasion. Et il y a plusieurs résidents là, que c'est des jeunes familles, et puis ils ne peuvent pas aller sur la voie, là, c'est trop... donc, ils sont compressés, je dirais, juste dans leur cours. Donc, est-ce que c'est des projets que vous allez développer conjointement avec McMasterville, par exemple, pour la mobilité parce active? Que vous avez déjà une piste cyclable qui part de la rue Robert qui se rend jusqu'à Saint-Bruno, et puis par la suite, vous allez jusqu'à Oka. Et puis, cette piste cyclable-là descend jusqu'à la rivière Richelieu, sur la montée Robert, qui éventuellement se rendra jusqu'à McMasterville. Okay? Mais il faut aussi que la piste cyclable qui arrive sur Montée-Robert, on puisse continuer en longeant la voie ferrée pour se rendre jusqu'à McMasterville. À ce moment-là, les gens qui vont habiter à Saint-Basile-le-Grand, qui vont travailler à l'usine Nord-Vaud, vont pouvoir, il n'y aura pas de raison de ne pas se rendre à mobilité active. Puis, on va insister pour que ce soit en mobilité active. Et là, le gouvernement du Québec vient d'organiser une séance le 29 février prochain à Saint-Basile. Y serez-vous? Oui, il va y être. C'est des séances qui avaient été annulées au mois de novembre. Et fort heureusement, là, à notre insistance, ils vont venir rencontrer nos citoyens. Et j'y serai effectivement en espérant qu'on a toutes les réponses aux questions qu'on a posées depuis le printemps 2023. Merci, M. Lessard. Ça fait plaisir.